Et vous saviez que à l'aéroport de Vienne, en Autriche, il y a un comptoir spécial pour les gens qui pensaient atterrir en Australie? Parce que en anglais, c'est Austria, Australia, Australia. Voilà. Ça fait pas partie de la presse, hein. Ouais. C'est C'est pour détendre l'atmosphère. Le saviez-vous? Vas-y. C'est good, ça tourne. TypeScript Tips and Tricks. À la base, on avait prévu de faire un BBL sur la TypeScript avancée, mais on s'est dit on va faire quelque chose de plus accessible à tout le monde. Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre avec TypeScript qui sont de bas niveau et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Du coup, on s'est dit pourquoi pas en faire un tour et puis vous montrer tout ça. On n'a pas prévu de page de sommaire, par oubli, mais du coup, je vais vous le dire à l'oral. On va y aller crescendo. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que TypeScript? Histoire de remettre tout le monde dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas forcément. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est les utility types et on va aller vers des cas concrets d'utilisation de TypeScript, genre sur les enums, etc. Je donne la main à Baptiste. Tu peux y aller. Merci, tu peux me donner du coup, pour revenir sur le TypeScript, bah déjà, qu'est-ce que le TypeScript à la base? C'est un superset de JavaScript. Du coup, ça ajoute une syntaxe au JavaScript pour améliorer l'intégration à l'IDE. Et ça met en avant en fait des erreurs avant l'exécution, ce qu'on appelle le static checking. Du coup, c'est vraiment les erreurs qui apparaissent plutôt au moment où le développeur va coder. Le TypeScript, il génère le code JavaScript à l'étape de compilation qu'on appelle la transpilation, lors de laquelle en fait on va supprimer les types qu'on a créés et on va générer un code JavaScript qui sera compatible avec les différents environnements d'exécution, que ce soit Node ou browser. Le but du jeu, en fait, c'est de préserver le comportement du JavaScript au maximum au moment de l'exécution, ce qu'on appelle le runtime. Et du coup, on parle de TypeScript, bah, c'est quoi un type en fait? Un type, c'est une manière de décrire les valeurs ou les types de valeurs que peut prendre un élément TypeScript. Un élément au sens large, c'est-à-dire un objet ou toute autre chose. Et du coup, quand on commence le TypeScript, perso, moi j'ai commencé avec Angular et on manipulait beaucoup des interfaces au début. Et de plus en plus, moi je travaille avec des types. Du coup, on peut se poser la question, c'est quoi en fait la différence entre une interface et un type? Et puis, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une interface ou un type? Moi, je vous donne la réponse, perso, je préfère les types. Du coup, c'est vrai qu'on peut trouver que ça se ressemble beaucoup. Un petit indice, c'est que ça s'appelle TypeScript et pas InterfaceScript. Voilà, merci. En gros, je te non, allez, la réponse, moins courte, en fait, les interfaces, elles sont limitées, elles peuvent décrire que, des objets, uniquement des objets. Ici, vous avez, une interface iVehicle, qui représente un objet qui aura un attribut brand, model et store. iVehicle, en fait, dans toute la présentation, moi, j'ai utilisé le nommage avec un i devant. C'est une pratique qui n'est pas forcément la meilleure pratique. Par contre, ici, dans la présentation, ça va vous permettre de bien différencier les types et les interfaces. Un type, ça peut décrire aussi du coup un objet, mais aussi toute autre forme de structure de données. Donc là, dans l'exemple, j'ai un véhicule qui aura du coup qui présentera un objet qui aura la forme suivante, donc avec brand, model et order. Mais je peux aussi décrire un type foo qui sera soit string, soit number, soit un objet qui a un attribut de type string, ou un type adresse qui sera un tuple de number et string. Sur les sites e-commerce, c'est pratique quand vous voulez enregistrer plusieurs adresses, de les enregistrer comme ça avec un tuple ID de l'adresse et puis du coup l'adresse string, quoi. Là, je vais vous montrer des petits exemples. On dit que les interfaces sont ouvertes et les types sont fermés. Je vais commencer juste avec les types. Un petit exemple ici, je peux zoomer un peu. Là, j'ai déclaré un type plain qui va représenter un objet qui aura un attribut brand et un modèle. Et puis plus tard dans mon code, il se pourrait que je déclare un nouveau type plain qui aura le même nom et qui aura un attribut making. Et vous voyez qu'ici, j'ai une erreur qui est mise en évidence, c'est que j'ai un identifiant dupliqué. J'ai deux fois en fait le même identifiant pour une structure d'objet différente. Alors je reviens sur la présentation. Pardon. Du coup,
Ça, c'est pour les types qui sont fermés, donc on ne peut pas déclarer 2 fois le même type avec le même nom, alors que les interfaces, on va pouvoir les déclarer. Du coup, ici, j'ai la même configuration, j'ai une interface iPlane avec un brand, un modèle, et plus tard dans le code, je vais pouvoir potentiellement importer cette interface que j'ai précédemment déclarée, tout en déclarant une nouvelle interface qui porte le même nom et avec un autre attribut dans l'objet. Et vous voyez qu'en fait, le iPlane n'est pas du tout souligné. Je peux tout à fait déclarer 2 fois la même, enfin l'interface avec le même nom. Ce qui va poser problème, c'est que une fois dans votre code, vous allez travailler et vous souvenir peut-être de la dernière interface que vous avez déclarée, mais pas de la précédente. Et ici, par exemple, je vais utiliser cette interface pour créer une fonction qui va me renvoyer un nouveau iPlane, createPlane. Donc là, il y a rien de magique, hein. J'ai créé un new plane. Pour l'instant, c'est un objet vide et on voit que si je return le new plane, et ben, en fait, ça marche pas parce que mon new plane, pour l'instant, il n'implémente pas l'interface iPlane. Donc pour ça, bah, je vais simplement déjà, dire que mon new plane, il est de type iPlane. Et là, je vais utiliser l'autocomplétion. Je vais ajouter les propriétés manquantes à mon objet. Et on voit que, l'autocomplétion m'a rempli, en fait, mon objet avec, le brand, le modèle, mais aussi avec le making qui appartient à l'autre interface iPlane. C'est ce qu'on appelle une surcharge. D'ailleurs, Ramzi, je crois que tu en avais parlé la dernière fois, côté, Kotlin. Heu, du coup, moi, j'attire votre attention. Ça peut être, intéressant de créer des surcharges, mais ça peut être aussi dangereux. Quand vous importez, par exemple, une interface d'une librairie externe et que vous commencez à créer une interface qui porte le même nom et sans le savoir, vous avez surchargé la première, quoi. Hem, tu un truc à dire? Non, non, Non? c'est Ah, je bon. t'ai entendu faire. Je respire. Alors, les types profitent des types utilitaires, dont Rodolphe va parler, après. Les interfaces, elles en profitent aussi, mais, au prix d'une syntaxe super lourde. En fait, là, dans l'exemple que vous avez, j'ai déclaré un type plain, exactement sur le même modèle que tout à l'heure. Et si je veux récupérer un plain model, du coup un autre type qui va se représenter juste la partie modèle de l'avion, je vais pouvoir créer, grâce au type utilitaire pic, ce type. Je peux faire la même chose avec une interface. Le problème, c'est que vous voyez que pour utiliser ce système-là, il va falloir que je crée une interface qui va étendre un type. Et cette interface, ça sera un objet vide. Vous voyez que c'est un peu bizarre, quoi. Ce qui est bien aussi avec les types, c'est qu'on peut extraire un type d'autre chose. Donc là, par exemple, j'ai un objet véhicule qui a aucun type et dans lequel il y a un sous-objet option. Et en fait, on va créer un type option qui sera du type, donc avec le mot-clé type of, le sous-objet option de l'objet véhicule. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien le commentaire en dessous, mais du coup, on en extrait un type dans lequel il y aura un head seat avec un booléen et un number of speakers avec un number. Donc, TypeScript a bien réussi à trouver le type de chacun des éléments. Une classe peut aussi implémenter un type tout comme une interface. Donc là, c'est pas du tout une limitation. On peut se dire, bah non, ma classe, il faut vraiment que je crée une interface parce que je dois implémenter l'interface. En fait, ça marche tout à fait pareil. Dans l'exemple suivant, donc j'ai créé une interface véhicule, comme tout à l'heure. J'ai un type planeLogger qui va rajouter en fait des fonctions à ma classe. Du coup, quand je crée ma classe plane, je peux dire qu'elle implémente l'interface véhicule et le type planeLogger. Et de la même manière, en fait, on va avoir les mêmes problématiques. Il va falloir qu'on implémente les deux, l'interface et le type. Et pour finir, ça c'est une petite blague, mais une interface, bah, le mot contient 9 caractères, le type en contient 4. Sur un gros projet, peut-être que vous pouvez gagner quelques secondes ou minutes de travail. Pas le meilleur argument pour le vent. Bah quoi, c'est marrant. Du coup, je laisse la main à Rodolphe maintenant pour passer Yes. sur la partie Union et Intersection Types. Yes, merci, parce que du coup, j'arrive pas à le dire à chaque fois. Du coup, c'est des choses très simples que vous avez probablement déjà vues. Mais du coup, au moins pour remettre tout le monde dans le contexte, on va commencer par les union types. Un union type, c'est représenté par un pipe que vous pouvez voir du coup sur la première ligne, donc type result égale number pipe string. Ce qui signifie en gros que mon type result, il peut avoir plusieurs types. Donc dans mon cas, soit être un nombre, soit être une chaîne de caractères.
Donc, c'est un intérêt, ça c'est bien pour dans le cas où on peut avoir des fonctions qui vont prendre un type, mais on sait pas, enfin, ça peut être multiple et on va pas s'amuser à faire une fonction par type. Du coup, on va cumuler tous ces différents types dans un seul. Donc là, on dit que result, ça peut être soit un nombre, soit un string. Et dans ma fonction processResult, on va pouvoir comparer du coup les types via une condition. Assez simple, c'est le premier niveau, vraiment ça va jusque là. Les intersection types, du coup, ils sont plutôt sympas et j'ai tendance à moins les voir dans les projets en tout cas. Les unions sont assez connus, mais intersection un peu moins, alors qu'ils sont super intéressants. Tout simplement, j'ai un cas ici, donc j'ai deux types, employé et customer. On peut voir, du coup, si vous avez tous l'œil, euh, qu'il y avait un souci. Donc je reviens en arrière. Un souci, oui et non, c'est que la plupart des développeurs vont faire ça. Donc si j'ai employé et customer, ils vont les définir comme ça puisque leur DTO qu'ils ont reçu du bac, il est sous cette forme-là. Donc oui, ça fonctionne très bien. Par contre, un TypeScripteur aguerri se dirait, on peut faire quelque chose pour optimiser tout ça. Du coup, on pourrait du coup splitter déjà avec différents sous-types pour rendre ça plus lisible. Donc typiquement, entre les deux types qu'on avait avant, il y avait plusieurs propriétés qui étaient en commun, pardon. Et du coup, on a pu en sortir du coup deux types. Un type identity qui contient first name, last name et âge, et un type contact qui contient l'email et le phone. On commence à voir plus ou moins où est-ce que je vais en venir. Ensuite, on fait une petite fusion de tout ça. Et du coup, ça nous permet du coup d'avoir un type plus lisible et on évite la redondance de code. Donc typiquement, bon, vous voyez pas. Ah, ok, c'est bon. Et du coup, notre type employé du coup se transforme en un type qui est identity et contact et un objet qui a une propriété employé ID. Pareil pour customer. Du coup, l'avantage de ça, c'est que du coup, on a évité la redondance et on a du coup créé des sous-types qui nous permettent du coup d'avoir une structure bien précise de notre projet. Et du coup, demain, on modifie identity une seule fois et pas deux fois. Et du coup, on peut commencer à vraiment avoir une structure de projet bien définie. Donc, je vous conseille de les utiliser. Voilà. Maintenant, les utilities. Mais attends. Les utility types, du coup, pareil, ceux-là, on les utilise encore moins. Alors, je les ai quasiment très peu vus dans des projets. Et pourtant, c'est une des grosses forces de TypeScript. Donc, je vais vous illustrer ça avec des cas concrets qu'on rencontre souvent dans des projets. Et donc, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément. Donc, je vous ferai une petite liste à la fin de ce que je vous conseille d'aller voir. Le premier, ce sera le partial. Donc, le partial, il est très utile. Ah, punaise, oui, t'en as. Le partial, très utile. Du coup, sa définition dans la doc, c'est de transformer toutes les propriétés d'un objet en les mettant en optionnel. Donc là, tout de suite, normalement, vous devrez dire ah ouais, ça peut me servir. Typiquement, je vais prendre un cas concret ici. On va se dire que je suis dans un projet, donc j'ai mon front-end qui va communiquer avec une API. Donc le super développeur back m'a donné sa doc hein, et il m'a dit voilà, je te donne un nom de route et puis en paramètre, je vais avoir besoin d'un customer. Et moi, je vais utiliser quelques propriétés de customer de mon côté, mais tu sais pas quoi. Juste que je vais utiliser certaines propriétés. Donc toi, tu es là, tu fais ok. Côté front, tu as un formulaire et toi, tu peux juste modifier le nom et le prénom. Donc, comme la plupart des développeurs, du coup, on va créer un type qui s'appelle customer parce que c'est notre type qu'on utilise dans tout notre projet, dans tous les écrans. Donc, on a besoin de toutes ces propriétés. Nous avons notre type form qui est le formulaire qui va permettre de changer le nom et le prénom. Et au moment de submit, du coup, notre formulaire, eh ben, on va avoir besoin d'appeler la fonction create customer identity. Problème, ma fonction, elle a besoin d'un customer. Donc moi, je me dis, bon, pas de problème. Je vais faire un customer comme ça. Hop. Et puis, ici, je vais lui dire first name et last name. Hop. Et puis, hop, je le passe dans ma fonction. Et là, moi, je me dis, oh, c'est bizarre, ça marche pas. Et en fait, du coup, le TypeScript va nous dire qu'il manque des propriétés, en fait. Parce que customer, ici, on peut voir qu'il a plusieurs propriétés, ils sont tous obligatoires. Et moi, j'ai que le first name et le last name. Du coup, je suis un peu embêté. Du coup, il y a plusieurs options qui se proposent. Donc, soit on est sale et on va changer le nom de la fonction qui appelle l'API et on va créer un type qui prend que first name et last name. Mais du coup, voilà, on résout le problème, c'est très bien, les gens voient pas et on se dit ok, ce sera pour le prochain développeur. Ou alors on se dit je vais faire ça propre
Et du coup, je vais utiliser un utility type. Ici, ce que je peux faire, c'est d'utiliser du coup le mot-clé partial. Donc partial, il prend en premier paramètre le type initial qu'on veut. Donc moi, je vais partir d'un customer, puisque dans mon domaine métier, je parle vraiment de customer. Et ensuite, en deuxième paramètre, et tous les paramètres qui vont suivre, ce sera les propriétés que... non, pardon. Hop, je confonds avec un autre. Ce sera juste partial customer. En gros, ça signifie que je vais transformer toutes les propriétés de mon type en optionnel. Et du coup, il suffit ici de remplacer mon type en partial. Ce qui fait que moi, du coup, je peux maintenant, du coup, envoyer les propriétés que j'ai envie. Mon TypeScript va pas m'embêter, il va bien compiler. Et du coup, ça va envoyer toutes les propriétés que moi j'ai à mon back. Après, il en fait ce qu'on veut. Moi, je suppose que côté back, il va utiliser les propriétés qu'il a besoin. C'est plus mon problème. Mais en tout cas, l'avantage de ça, c'est que je reste à utiliser un type qui est nécessaire à mon application, puisque je parle de customer, je veux quand même garder des customers. Si j'avais créé un type custom, bah, le problème, c'est que demain, si on se rend compte que first name, ça s'appelle plus first name, ça s'appelle first name 1, et ben si j'avais créé mon type custom, j'aurais jamais eu d'erreur, puisque moi j'envoie first name et last name. Or, mon backend, il a besoin de recevoir un customer avec les mêmes propriétés. Donc en faisant ça, on voit tout de suite que TypeScript me remonte une erreur en me disant oh, je connais pas first name dans le partial. Donc ça permet du coup de rajouter une couche de sécurité dans tout notre projet. Et aussi enfin pas inversement, mais pour prolonger ce que tu dis, c'est que si le type de first name, il change un jour dans l'objet métier, customer, et ben, l'inférence, elle va se faire jusqu'au partial. Donc votre propriété, elle a beau être optionnelle, il faut quand même qu'elle garde le même type que l'objet d'origine, quoi. Tout à fait. Donc là, c'était le premier, le partial, assez simple mais qui est plutôt efficace. Donc je vous conseille d'utiliser. Le deuxième que j'utilise régulièrement, c'est le pick. Donc la plupart des utility types, vous allez vous dire à la fin, en fait, je peux plus ou moins les utiliser dans mes cas. En fait, effectivement, ils ont plusieurs utilités, donc après, c'est à chacun de les utiliser comme on veut. Moi, par exemple, le partiel, je vous ai expliqué un cas concret de comment j'utiliserai. Mais le pick, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre, hop, le pick, il va permettre du coup sur un type de sélectionner autant de propriétés qu'on a envie et de les extraire en fait. Donc typiquement, ça passerait dans l'exemple que j'ai donné avant, on aurait pu faire la même chose. Sauf que là, j'ai pris un autre cas qui est, admettons que j'ai tout un système d'authentification et je gère plusieurs utilisateurs. Donc, admettons, j'ai un super user qui a des propriétés ID, username, MAC adresse et des rôles. Le array de rôles, il y en a des fois, ça fait ticker, mais c'est la même chose que ça. C'est juste que si on fait du TypeScript, on le fait jusqu'au bout. Du coup, je reviens. J'ai mon super user et ensuite, bon, on va me dire en fait que j'ai besoin de créer un guest en fait. Un guest, c'est ni plus ni moins qu'un super user sans son ID et sans ses rôles. Donc pareil, le développeur lambda va créer un type guest en réécrivant username et MAC adresse. Et ça fonctionnera très bien, hein. Mais pareil, on est toujours sur une logique où on fait de la redondance et demain, si je modifie MAC adresse et je change le nom, bah, j'ai perdu du coup le lien entre les deux et il va falloir que je modifie aussi le guest. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vais utiliser le pick et je vais lui dire ok, tu vas me prendre super user et ensuite tu vas me garder uniquement la propriété username et la propriété MAC adresse. Et du coup, en faisant ça, si je fais un cons guest, hop, on peut voir du coup qu'il va me proposer que les deux propriétés que j'ai besoin. L'avantage de ça, du coup, c'est comme tout à l'heure avec le partial, c'est que du coup, on garde une traçabilité d'où on vient. Donc, c'est ce que je conseille du coup pour sécuriser au maximum votre application. Donc, pareil, le partial, le partial ne rentre pas dans ce cas-là, mais le pick, on l'aurait pu utiliser dans l'exemple d'avant. On aurait pu dire si on changeait et que c'était mon API qui avait besoin que du first name et du last name, j'aurais pu faire un pick sur les deux propriétés qui m'intéressaient. Donc, tout dépend vraiment du besoin qu'il y a derrière. C'est là où il faut réfléchir à quel type on utilise. Ok, il y en a plein d'autres. Donc ceux-là, déjà rien qu'avec ces deux-là, vous allez pouvoir déjà modifier pas mal l'application et du coup apporter une grosse plus-value à votre projet. J'en liste quelques-uns que je vous conseille d'aller voir, que j'utilise aussi, mais qui sont un peu moins fréquents. Donc le premier, c'est le omit. Le omit, c'est l'inverse du pick. C'est que du coup, au lieu de sélectionner des propriétés, bah, on va les omettre, donc on ne va pas les prendre. Donc ça dépend de votre besoin. Le required,
c'est l'inverse du partial. C'est qu'on va mettre tous les propriétés d'un objet obligatoire. Et l'exclude, il est pas mal aussi, c'est que si vous avez un type qui est composé de plusieurs types, vous allez pouvoir lui dire, ok, bah à la base tu prends un number, un string et un objet je ne sais pas quoi. Bah j'ai pas besoin de l'objet je ne sais pas quoi, du coup tu vas pouvoir l'exclude et du coup créer un nouveau type sans sans ce type. C'est un peu bizarre dit à l'oral, mais ça fonctionne plutôt bien. Et le record qui est bien aussi que j'utilise. Le record, sans vouloir rentrer dans les détails parce que ça on aurait pu faire des slides vraiment à part. C'est un équivalent de map pour ceux qui font du Java par exemple. On va pouvoir faire un dictionnaire de clés-valeurs et donc ça a des propriétés un peu particulières. Donc je vous conseille aussi. Mais la plupart du temps, vous pouvez continuer à utiliser des classes ou des types, peu importe. Moi, j'utilise pas mal le omit quand je dois créer un objet via le back. Bah, j'ai l'objet métier qui comprend souvent un ID. Et grâce à l'omit, en fait, je vais pouvoir dire, bah, en fait, je veux toutes les propriétés de l'objet, sauf l'ID, puisque je l'ai pas encore, je l'ai pas persisté en base. Tout à fait. Et du coup, bah, maintenant que vous avez vu les union types juste avant, on va pouvoir embrayer sur le cas des enums. Ouais, le cas des enums, en fait, les enums en TypeScript, ça existe depuis le début, peut-être V2 ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, aujourd'hui, elles posent plusieurs problèmes dont je vais essayer de vous parler un petit peu maintenant. Et je vais vous proposer une ou deux solutions. Déjà, on a dit tout à l'heure que l'objectif du TypeScript, c'était de générer un code JavaScript performant et optimal. Et on voit que quand on prend une enum et qu'on la transforme en JavaScript, en fait, on génère un code qui est incompréhensible. J'aurais beaucoup de mal à décrire en fait ce que ça fait en JavaScript, quoi. Attention aussi, l'ordre des enums peut changer et avoir son importance. Quand vous déclarez une enum comme ça avec uniquement des keys, enfin des clés et pas de valeur, vous savez qu'implicitement, il y a une valeur qui est affectée à l'attribut, qui sera en fait l'index de l'attribut dans l'objet status. Donc ici, par exemple, si je fais un console log de statuses .done, en fait, je vais obtenir 2 puisque c'est la troisième position machin. Vous savez qu'on commence les tableaux à 0, etc. Hem et imaginez qu'on vient rajouter ensuite un autre attribut dans l'énumération. Bah, en fait, si on l'intercale entre processing et done, on va changer en fait l'index de done. Et donc si on a fait des traitements, des persistances en local storage ou autre sur cet attribut-là, en fait, on va persister le mauvais index, quoi. On ne peut pas utiliser les valeurs comme référence avec une enum. Donc là, j'ai mis un exemple que je vais un petit peu expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais là, en gros, vous avez une énumération qui concerne des status, et puis ensuite, vous créez un type process qui va avoir un ID et un status qui sera de type status, donc du type de l'énumération. En fait, quand vous allez exploiter, créer du coup un nouvel objet process, son status, vous ne pourrez pas lui affecter la valeur done en toutes lettres. Il faudra que vous passiez par une référence à la clé de l'attribut dans l'énumération. Donc ça enlève beaucoup de souplesse en fait, au principe quoi, de l'enum. Alors rassurez-vous, j'ai une solution. Bon, j'imagine que ça va planter comme d'habitude, non? Hem, donc je vous montre l'exemple que je viens de vous montrer ici, plus en détail. Donc vous avez bien l'enum, vous avez bien le type dont je viens de parler, process. On voit qu'ici j'ai une erreur qui est lancée. En fait, le type done n'est pas assignable au type status, donc ça marche pas. Ensuite, vous voyez un autre process qui est créé et là, on fait bien référence, du coup, aux membres de l'énumération, status.error et là, ça fonctionne. Pour autant, en fait, ici dans mon code, si je crée une fonction, je vais d'ailleurs la reformater un petit peu. Voilà, c'est plus lisible. Pour autant, si je crée une fonction qui va faire des tests sur, le process.status, on va voir que, bah, la comparaison avec done, elle fonctionne. Donc c'est un peu illogique, quoi, de pas pouvoir faire référence à la valeur, dans la déclaration, mais pouvoir faire un test sur la valeur ensuite. Alors, je vais refacto ça. Je fais un peu de place ici. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand on travaille sur les énumérations, on fait souvent référence à la valeur associée à la clé de l'attribut dans l'énumération. Du coup, ça fait déjà penser en fait à un objet. Donc ici, je vais transformer mon enum en const. Donc je vais créer une constante qui sera un objet. Donc dans les objets, on n'a pas de égal, mais on a des 2 points.
Tac. Au passage, les raccourcis reformatage, c'est comme dans VS Code. Là, je suis dans le playground de TypeScript, sur le site de TypeScript. Donc c'est option ou Alt Shift F pour remettre en forme. Du coup, là, j'ai déjà un truc pas mal, c'est que j'ai un objet qui va avoir des propriétés. On retrouve vraiment le schéma d'une énumération. Chaque propriété a un type de string pour l'instant. On pourrait avoir d'autres types d'ailleurs. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que cet objet, en fait, je pourrais pas le changer. Comme dans une énumération, je peux pas venir faire de la mutation sur une énumération, en fait. Du coup, je vais utiliser l'assertion asConst qui va avoir deux effets. Déjà, ça va transformer mon objet ici, pardon, hop, en un objet dont tous les attributs seront marqués read-only. Et si vous regardez bien, en fait, le type de chaque attribut, il est passé de string à en fait le nom de l'attribut, enfin la valeur de l'attribut en chaîne de caractères. Donc là, par exemple, pending, bah, maintenant son type c'est pending. Et ça peut pas être autre chose. Donc je vais pas pouvoir le changer non plus ce type. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, en fait, j'ai besoin de pouvoir faire référence aux clés et aux valeurs de mon objet pour exploiter l'énumération jusqu'au bout. Donc là, ici, je vais créer un nouveau type qui sera status keys. Du coup, qui sera alors je vais commencer doucement. Je vais exploiter uniquement le type de mon objet, status. Donc je vais utiliser le mot-clé typeof status. Status. Alors juste dans le playground, il y a un truc qui est assez cool, c'est vous pouvez utiliser ce système-là. Donc là, je fais // je crée un commentaire et j'utilise le circonflexe comme une flèche. Et là, si je la déplace, la flèche, et ben en fait, je vais afficher finalement ce que donne mon type. Donc là, mon type, c'est bien un type avec, qui représente un objet, qui a des attributs en read-only et avec des statuts. Donc maintenant, en fait, moi, ce que je veux, c'est pas tout à fait ça. Moi, je veux les clés de ça. Donc je vais utiliser le mot-clé keyOf de ça. Et donc là, je récupère bien les clés de mon énumération. Hop. Et alors, comment je vais exploiter ça? Ben maintenant, j'ai les clés, je veux les valeurs. Donc je vais utiliser typeof. Pardon, je vais créer un nouveau type qui sera, et c'est là l'astuce, qui sera du même nom que mon objet, status. Si j'arrive à écrire avec mes doigts tout collé. Et du coup, on va à nouveau faire référence au type de mon objet status. Et cette fois-ci, je vais itérer grâce aux clés que j'ai récupérées avant et récupérer toutes les valeurs. Donc là, c'est pareil, je vais utiliser le petit outil là. Pour info, il y a une extension dans VS Code qui fait la même chose. Et donc là, en fait, j'ai bien à nouveau retrouvé les valeurs de mon objet. Et donc si je regarde mon code en dessous, on voit que j'ai résolu la première problématique. C'est qu'ici, mon statut done, il fonctionne en fait. On voit bien que je fais référence maintenant au type en fait de mon objet status là, que j'ai déclaré ici. D'ailleurs, si vous voulez refacto ça, si vous êtes des costauds, vous pouvez remplacer ça et le faire en une ligne. En fait, status keys, on ne l'utilise pas vraiment au final. Et donc après, ben, dans mon code, il n'y a plus aucun problème. Je peux faire référence à la fois à l'attribut, au member en fait, de mon objet type. Et du coup, je vais pouvoir aussi faire référence à sa valeur. Ça, c'était une première solution. Tout à fait. C'est pas faux. Non, on avait préparé un truc, normalement. Tout à fait. Hop. Bon, là, du coup, c'est toute la partie que tu as. Ah oui, pardon, c'était à moi de. Ok, ouais, on a vachement communiqué, excusez-nous. Du coup, en résumé, j'ai déclaré un type et une constante qui portent le même nom. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que TypeScript, il va savoir faire la différence et il saura si vous faites référence au type ou à la constante. Donc, si vous importez tout ça dans un autre fichier, vous avez à importer seulement une fois status. Et après, TypeScript, il se débrouille en fait pour savoir à quoi vous faites référence. Et je rappelle que l'assertion asConst, ça permet de marquer tous les attributs d'un type en read-only, ou d'un objet, pardon.
et ça marque aussi les types pour, faire en sorte qu'ils soient pas étendables. Donc là, par exemple, je reprends, le let x égale hello, as const, ça veut dire que le type de hello, pardon, le type de x sera hello et pas string, quoi. Bon, ça je vous l'ai montré. Donc, voilà, je trouve que la solution, elle est assez cool. Elle est peut-être un peu plus longue à écrire, mais avec l'habitude, on s'y fait très bien. Pour autant, je rejette pas du tout, les énums, mais elles ont certains défauts. Bah, tu sais, c'est bien ce que tu as montré, mais moi, du coup, je suis un fervent défenseur des union types et d'après ce que tu as montré, moi, je peux le faire, plus facilement. Genre, du coup, au final, mon enum, je pourrais très bien créer un type status et déclarer, du coup, toutes mes propriétés de mon enum, avec des union types, donc pending, in progress, done, error, et je pourrais faire, bah, je peux faire la même chose que toi. Du coup, pourquoi je vais m'embêter à faire, tout ce que tu as montré juste avant? Bah, tu as raison, Jamy, en fait, l'idée, c'est de vous proposer une boîte à outils, en fait. Moi, j'ai proposé une manière qui permettait de résoudre toutes les problématiques des références aux enums, comme ce qu'on fait en Java, finalement. Et en fait, effectivement, on peut utiliser aussi les statuts, de cette manière-là. La différence, c'est que, on va pouvoir, en fait, dans nos enums, changer la valeur de l'enum qui est associé au nom de l'attribut. Du coup, par exemple, si vous avez des traductions, si vous avez bah, la valeur qui change parce que dans le bac ça a changé, là vous pourrez mettre à jour votre enum. Ce sera un peu plus embêtant avec ton type status. Tout à fait. Et ben, voilà, on a fait un tour de pas mal de choses, par rapport à TypeScript, donc j'espère que ça vous a plu. On n'est pas rentré trop dans le détail, donc il y a plusieurs parties où on pourrait approfondir si ça vous intéresse. En tout cas, je pense que déjà là, j'espère qu'on vous a appris, des petites choses que vous n'utilisez peut-être pas au quotidien. Du coup, il y a toutes nos infos qui sont, disponibles sur la présentation et merci à vous.